Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à New World et bienvenue dans Ma Cité et moi, le magazine de la chaîne Économie dédié aux grands chantiers de la ville africaine d'aujourd'hui et de demain. Ce premier numéro est consacré aux inondations dans le Grand Lomé, au Togo. Depuis mars, des pluies précoces et abondantes ont été enregistrées dans tout le Togo, notamment à Lomé, la capitale, et ses environs. Quelle innovation contre les inondations dans le Grand Lomé? Pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous Estelle Laoudia-Stondou. Elle est urbaniste. Bienvenue, madame. Merci. Également sur ce plateau, Naya Djakina Ama, il est le directeur général des travaux publics au ministère du même nom. Merci, madame. Nous avons le docteur Latifou Issawo, il est à la tête de l'Agence nationale de la météorologie. Merci beaucoup, madame. Et puis sur ce plateau également, Rahim Ouro Salim, vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la protection civile. Alors, je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui, mesdames et messieurs, et nous allons voir ces images, les premières pluies qui sont tombées avec elles, les dégâts. Depuis quelques mois, Lomé est le théâtre d'inondations. Quelques minutes de pluie, assez pour faire ces dégâts. Entre les routes devenues impraticables, des habitations entières submergées, des caniveaux et des retenues d'eau débordées, la situation est intenable pour les habitants. Ici, on a l'impression qu'une rivière s'est engouffrée à l'intérieur des maisons. Dans les rues, il faut lutter avec ces eaux pour se frayer un chemin. Après la surprise, la consternation pour ces sinistrés qui tentent de sauver ce qui peut l'être. Comme chaque année, les appels à l'aide se multiplient. Malgré de grands travaux d'aménagement, les précipitations sont encore synonymes de sinistres pendant la saison des pluies. Monsieur Oursalim, la première question, j'aimerais vous l'adresser. Comment est-ce que vous avez vécu ces inondations dans le Grand Lomé? Ok, merci madame. Merci pour l'invitation, merci pour l'occasion que vous nous donnez pour encore une fois éclairer la population sur les phénomènes d'inondation que nous sommes en train de vivre au cours de cette saison. Donc, comme tout Togolais, nous avons vécu cette situation avec amertume parce que, comme vous l'avez constaté sur les numéros qui est passé, il y a eu des dégâts qui sont constatés ça et là. Donc, en tant qu'agence nationale de la protection civile, structure chargée de la coordination des actions de prévention et de gestion des catastrophes, nous nous sommes mis à l'œuvre pour aider cette population sinistrée à avoir une vie beaucoup plus saine, donc, au regard de toutes ces situations qu'on a vécues. Donc il y a pas mal de situations dans les quartiers. Ça et là, on a vécu ces situations qui sont vraiment dramatiques. Donc comme tout Togolais, nous l'avons vécu avec amertume. Alors, monsieur Ama, vous êtes le directeur des travaux publics au ministère du même nom. Est-ce que les inondations dans le Grand Lomé sont une fatalité? Et merci beaucoup pour la question, merci pour l'invitation. Malgré que le Grand Lomé regorge de beaucoup de bas-fonds, les zones de dépression naturelle, et malgré que pour des raisons foncières et d'habitation, ces zones sont colonisées et bâties, malgré que le Grand Lomé n'est pas riche en cours d'eau, qui devrait faciliter la collecte et l'évacuation aisée des eaux pluviales, et nous dirons que l'inondation dans le Grand Lomé n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des solutions viables et efficaces qui peuvent nous aider à endiguer ce phénomène, endiguer le risque d'inondation. D'où la raison d'être d'un exemple de ces solutions, qui est le plan directeur d'assainissement. Nous allons en parler voilà, dans la seconde partie de cette émission. Voilà. Madame Laoudia-Stondou, comment vous trouvez ces inondations dans la zone que nous Alors, est-ce que c'est une fatalité selon vous? Oui, dans ce premier temps, merci pour l'invitation. C'est très important qu'on puisse en parler depuis un certain temps. Nous sommes tous spectateurs de ce qui se passe et même acteurs, je dirais, victimes aussi pour certains. Et c'est vraiment déplorable qu'on en arrive là. Et le fait d'observer tout ceci nous amène à repenser l'aménagement de notre ville.
est-ce qu'elle a été aménagée suffisamment pour faire face justement à ces nombreux risques qui deviennent aujourd'hui des catastrophes? Parce que l'inondation, il faut le dire, c'est une catastrophe. Quand on arrive à des dégâts causés sur des personnes comme des biens, là on fait face à des catastrophes. Et là souvent c'est la conséquence de la non-prise en considération des aléas et des risques qui existaient avant. Donc non, c'est pas une fatalité ou oui? Non, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions et tout, comme l'a dit mon prédécesseur, et nous allons revenir, je crois. Alors, monsieur le directeur de la météo, les pluies sont davantage régulières en ce mois de juin. Qu'est-ce que vos prévisions nous indiquent? Est-ce que la situation va s'apaiser aussitôt ou est-ce qu'on sera dans la même situation? Merci, Etonam. C'est l'occasion aussi de remercier sincèrement les autorités de la télé New World pour l'invitation, pour discuter sur cette thématique très poignante. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas une fatalité, on peut surmonter. Et pour surmonter, il va falloir surveiller. Et surveiller en amont, surtout la venue des pluies. Donc, c'est pourquoi au niveau de l'agence de la météorologie, nous nous exerçons à tout moment, en début de chaque saison pluviale. Nous essayons de donner la tendance de la pluviométrie au cours de l'année. Et cette année, on en a fait et puis on a rendu public les résultats. On en a fait une conférence de presse au niveau de notre institution et tous les résultats ont été rendus publics et les journalistes et les collectivités locales ont pu relayer ces informations au niveau de la ville de Lomé pour pouvoir essayer de donner des informations au niveau des populations qui vivent surtout dans les zones les plus vulnérables. Donc cela voudrait dire que... Votre présence ici est également une occasion pour parler à ces populations qui peut-être n'ont pas eu le temps de vous suivre. Est-ce que la météorologie nous indique aujourd'hui que les pluies vont tomber davantage ou comment est-ce que vous... Oui, bon, comme vous l'avez si bien dit, que ce que nous observons actuellement, ce que nous appelons la variabilité pluviométrique au niveau des différentes zones. Donc d'une année à une autre, il y a des fluctuations. Et cette année, selon les prévisions que nous avions pu faire, l'année a été censée être beaucoup plus humide. Donc cela voudrait dire que les pluies fréquentes doivent être tombées, des pluies fortes et puis des pluies intermittentes et continues peuvent entraîner surtout un accès de l'eau quand le sol est égorgé, quand le sol est saturé. Donc le reste maintenant, le surplus doit être dans les maisons, surtout dans les zones les plus vulnérables. Le DGTP l'a dit, la ville de Lomé est égorgée de beaucoup de bas-fonds et ces bas-fonds essaient d'entretenir les eaux et les populations qui y vivent dans ces bas-fonds-là doivent être impactées par ces inondations. J'aimerais savoir, les plus abondantes créent des inondations, mais est-ce que ce n'est pas une aubaine pour les agriculteurs, par exemple? Une aubaine pour les agriculteurs, mais pour une fatalité ou bien des menaces pour les populations qui vivent dans les zones les plus vulnérables. Donc c'est pour cela que Madame l'a dit par rapport à l'urbanisme, donc il va falloir sensibiliser les populations pour éviter de construire, surtout dans les bas-fonds, qui est le loge ou bien qui est l'endroit où doit être rassemblées toutes les eaux qui n'ont pas pu être infiltrées dans le sol. Donc cela voudrait dire que dans le contexte actuel des changements climatiques, nous allons vivre ces répétitions de pluie et il va falloir dès maintenant qu'on puisse prendre des mesures pour que les populations puissent vivre dans l'inquiétude. Nous disons que voilà, pour les agriculteurs, c'est une aubaine parce qu'avec ces pluies, les agriculteurs vont pouvoir choisir les variétés qu'il faut pour pouvoir optimiser le rendement. Madame l'urbaniste, est-ce que vous pensez que ces pluies, les dernières pluies dans le Grand Lomé diffèrent de celles qu'il y a 2 ou 3 ans auparavant? Alors, diffère, je pense pas pouvoir me positionner clairement là-dessus. Parce qu'il faut dire, c'est vrai, les pluies, comme l'a dit le DG, on parle de variabilité pluviométrique dans le sens où les pluies enregistrées chaque année ne sont pas forcément identiques. Il peut y avoir des pluies décennales où chaque 10 ans, on observe peut-être des pluies hyper abondantes et tout ça. Mais là, je pense que c'est la météo qui est plus indiquée pour nous indiquer les chiffres en termes de
plus enregistrées, lesquelles sont plus abondantes et tout. Parce que nous, on peut voir là la catastrophe dans le sens où il y a des gens qui se retrouvent sous l'eau et tout ça. Mais ça peut... Là, il parlait par exemple des bas-fonds, mais il n'y a pas que les bas-fonds qui sont touchés. Je pense qu'on va revenir là-dessus en fait. Quand on parle d'inondation, il n'y a pas que les gens qui vivent dans les zones de dépression. Il y a des zones autrefois qui n'étaient pas forcément dépressives, qui étaient peut-être des terrains, des terrains viables, plats. Mais à force d'habiter, en fait, on a des variabilités au niveau des pentes. Parce que plus on habite sur des terrains, plus il y a des affaissements par endroit, plus une voie est pratiquée, plus on a des dénivelés par endroit. Et puis voilà, on assiste aussi à d'autres formes d'inondation. Parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs formes d'inondation aussi. Il y a plusieurs formes d'inondation. Vous pouvez nous en parler, plusieurs types d'inondations? Oui. Il y a des inondations, généralement, ce qu'on observe, c'est débordements de cours d'eau, ou soit débordements de bassins, ou d'un endroit où il y a de l'eau, en fait. Lorsqu'il y a débordement et qu'il y a envahissement au niveau des zones d'habitation, donc il y a des victimes. Il y a des débordements, il faut qu'il y ait des cours d'eau, mais on l'a dit. Pas seulement des cours d'eau. Ben oui. On remarque aussi qu'il y a des bassins qui sont débordés par moment. Donc c'est pour ça que je dis cours d'eau et puis aussi des retenues d'eau, si je peux le dire. Lorsqu'il y a débordement, ça veut dire l'eau n'arrive pas forcément à couler comme il se doit. Il y a aussi le problème d'infiltration des eaux de ruissellement. Quand l'eau de ruissellement est intense et que les caniveaux que nous avons n'arrivent pas forcément à porter toutes ces eaux aussi, on a aussi ce problème d'inondation. Parce que l'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans le sol, puisque la part de nos sols peut-être sont recouvertes ou que le type de sol que nous avons ne permet pas de faire infiltrer les eaux. Et il y a l'autre qui est beaucoup plus, qui est la cause la plus importante ici, c'est l'urbanisation. L'urbanisation dans le sens où l'occupation que les gens font de l'espace. Comment ils l'occupent. Donc, les gens ont tendance... On peut dire aujourd'hui que le paysage urbain du Grand Lomé est favorable à ces inondations. Oui, dans le sens où la plupart des personnes qui habitent, il y a un truc qui est très marquant. Les gens ne pensent pas, lorsqu'ils habitent, à où iront leurs eaux de pluie. C'est-à-dire, un espace quand il est vide. Ces gens ne font pas tomber la pluie. Non, mais quand l'espace est vide, oui. Quand la pluie tombe, oui. Elle s'infiltre. Mais quand vous venez habiter, sur 600 mètres carrés par exemple, vous décidez de terrasser toute la parcelle. Vous pensez aux canalisations des eaux de cuisine et tout ça. Mais vous ne pensez pas aux eaux de pluie, vous les dirigez sur la voie. C'est pour qu'elles aillent où? La plupart des temps, moi je remarque les voies, si vous remarquez, l'eau ne vient souvent de nulle part. Hein. Ça quitte leur maison et ça gâte les rues en fait. Et ça crée des puits perdus d'eau quelque part. Donc souvent c'est ça en fait. Souvent on est indirectement responsable en fait de ces inondations dans les quartiers habités. Est-ce que la NPC remarque également que des habitants sont indirectement, comme on dit, responsables de ces inondations? Oui, on l'a toujours dit dans vos émissions ici même. Il n'y a pas que l'urbanisation qui crée les inondations, il y a aussi l'occupation des sols, comme elle l'a dit. Donc pratiquement toutes les maisons aujourd'hui sont revêtues. Maintenant, quand l'eau tombe, elle doit aller quelque part. Et si les maisons sont revêtues, elle doit se diriger vers... Souvent, les maisons sont plus hautes que les voies publiques. Donc, quand les eaux tombent... Ce n'est pas une bonne chose de revêtir sa maison. Elle doit se diriger vers les voies publiques. Et ce n'est pas toutes les voies qui sont revêtues. Et l'eau, elle doit stagner quelque part. Donc, c'est le phénomène que nous vivons. Il n'y a pas que ça. Il y a les ouvrages d'assainissement, comme les DG l'a dit, il y a les ouvrages d'assainissement qui sont faits par l'effort du gouvernement. Mais ces ouvrages, quand vous les constatez, sont bouchés. Même les débordements des bassins de rétention dont on parle. Quand vous y visitez, c'est des lits, des anciens matelas, des déchets plastiques, des ordures de tous ordres que vous y retrouvez. Donc l'eau n'a plus sa place. Donc si bien qu'à une petite pluie, les bassins sont débordés. Les matelas sont censés être sur les lits. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans lesquels ils vont? Vous et moi, nous sommes la population. Donc, et nous vivons dans des quartiers. Donc nous vivons la réalité. Donc les gens ont transformé les rétentions d'eau en dépotoir où tout est permis de jeter. Est-ce que vous avez eu une cartographie de ces zones à risque, si je peux les appeler ainsi, monsieur le directeur des travaux publics? Oui, il y a une cartographie. Est-ce qu'il y a des quartiers plus responsables que Ah oui, et cette cartographie, même l'ANPC a une très belle cartographie qui reprend tout, surtout les zones de dépression naturelle que nous appelons les bas-fonds.
tout est identifié. Et même les zones aménagées non encore aménagées. Je voudrais enchaîner à la réponse qu'a donnée le DGA tout à l'heure. Vous savez, les bâtiments que nous construisons, les routes, les aéroports, les plateformes, se comportent comme des barrières qu'on érige en travers des canaux d'écoulement naturel des eaux pluviales. Ces eaux ont frayé ces canaux-là depuis des millénaires. Alors, lorsque nous bâtissons, ça veut dire que nous modifions le trajet d'écoulement de l'eau. Et en compensation, il va falloir trouver un autre trajet pour l'eau. Mais ce sont des architectes qui font bâtir les maisons. Oui, il y a les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, et tout cet ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte ce ruissellement de l'eau de pluie? Si, ils en prennent. Ils en prennent compte. Mais seulement, il y a des constructions anarchiques, forcément, dont les propriétaires ne passent pas par les spécialistes avant de bâtir. Alors, on parle de changement climatique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas juste les populations qui sont responsables de ces inondations, que c'est également causé par les changements climatiques, docteur? Oui, quand on parle de changement climatique, c'est l'homme qui est toujours à l'origine. Hein? Donc, ce sont les activités humaines qui auraient augmenté ce que nous appelons le taux de gaz à effet de serre, les émissions, et qui entraîne actuellement le réchauffement de la planète. Et c'est les conséquences de ces réchauffements de la planète qui entraînent ces phénomènes météorologiques extrêmes, avec des pluies fortes que nous enregistrons chaque année. Et selon les prévisions données par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc on va toujours enregistrer ces phénomènes extrêmes-là qui vont toujours être croissants. Donc cela voudrait dire qu'on doit toujours prendre des dispositions pour être à la mesure et puis prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation pour réduire ces gaz à effet de serre. Donc cela voudrait dire que ce n'est pas le changement climatique seul par rapport à la tombée des pluies qui entraîne des inondations qu'on ne pourra pas gérer. Donc cela voudrait dire que l'homme, par ses activités, comme on vient de le dire, les occupations des bassins, les zones les plus vulnérables que les gens font leurs activités, tout cela contribue. C'est pourquoi de tout temps la prévision des inondations n'est pas facile. Donc pour prévoir, dire que voilà, cette zone, dans 2 jours, ou bien dans 6 mois, ou bien dans 1 an, ou bien dans 1 mois, s'il y a la pluie, la zone doit être inondée. Pour prévenir ces inondations-là, c'est très complexe, parce qu'il va falloir faire intervenir tous les acteurs que nous sommes ici, avant de pouvoir intégrer les données, caler, faire des modélisations, afin de pouvoir donner une idée de la prévision des inondations. Donc nos partenaires qui nous accompagnent de tout temps sont en train de nous accompagner, de nous appuyer pour voir comment est-ce que actuellement au niveau de la ville de Lomé, je pense même que le projet... Vous arriverez à juguler le phénomène des inondations. Donc c'est surtout les inondations. Merci beaucoup. Monsieur Ama, si vous êtes aux travaux publics, quand la NPC finit de récurer ces bassins, on remarque à chaque saison de pluie que ces bassins de retenue d'eau n'arrivent toujours pas à tenir le choc. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bien, merci beaucoup. Vous savez, les bassins sont construits, aménagés dans les bas-fonds. Aujourd'hui, en pleine ville, tous les bas-fonds sont occupés, sont bâtis. Tous pratiquement sont bâtis. Alors les quelques rares espaces disponibles ont été exploités pour les aménager en bassin que vous avez. Donc aujourd'hui nous sommes limités horizontalement pour faire l'extension de ces bassins-là. Il y a un effort d'indemnisation qui a été fait d'expropriation, mais ce n'est pas du tout aisé de négocier et de faire accepter
de déguerpir les riverains. Et nous sommes aussi limités verticalement. Et vous savez, Lomé, la nappe, la côte, le niveau de la nappe phréatique est très haut. Donc on ne peut pas aller trop en profondeur. Par endroit, à 4 mètres déjà, à 3 mètres même, nous avons la nappe phréatique qui remonte. Donc ce qui fait que... vous étiez en train de creuser en puits. Exactement. Donc ce qui fait que la capacité donc, des bassins est limitée. C'est pour cela, pour les bassins dont il est possible de provoquer l'écoulement gravitaire, le problème ne se pose pas. C'est celui d'Agbalpé-Dogan. Et pour des bassins où nous n'avons pas la possibilité de faire l'écoulement gravitaire, on force l'écoulement avec des stations de pompage. D'où cet équipement-là qui est installé un peu partout au niveau des bassins de rétention. Alors, nous avons récemment abordé le sujet des inondations avec Gilbert Fouchou-Rumbo sur son expérience dans la prévention et l'intervention suite aux inondations. M. Rumbo a été Premier ministre du Togo de 2008 à 2012. Alors, suivez un extrait de cet entretien. Malgré les efforts du gouvernement et le fait que Lomé est toujours parfois sous tension lorsque nous avons de ces pluies, je me pose des questions, est-ce qu'il avait bien travaillé? Et s'il avait bien travaillé, peut-être qu'on ne devrait plus avoir même ces problèmes. Même si, de l'autre côté, je vois Lomé qui grandit plus vite. la ville grandit tellement vite que, bon, on fait du rattrapage plutôt que voilà, quoi, de la gestion prévisionnelle. Alors que les projets sont prévisionnels, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est un domaine, je vais vous donner ça, je vous le dis. J'avais reçu, comme Premier ministre, j'avais reçu une délégation de la diaspora allemande. Et en ce moment, on avait tellement de problèmes, la sécurité, la protection civile et le ministère de l'eau et autres, les TP, tout ceci, un consortium travaillait sur le réaménagement pour éviter ou minimiser les risques des dommages causés par les pluies diluviennes et autres. Et plus Lomé était en chantier, etc., etc. Et Dieu merci, avec la reprise de la coopération, on avait mis le pays en chantier. Et la délégation des Togolais résidant en Amérique était une dizaine. Ils ont fait une critique et disaient qu'ils ont constaté que ces nouveaux projets, le système d'aqueduc qu'on était en train de dire, ne prennent pas assez en compte l'environnement, la question environnementale. Malgré les efforts du gouvernement et le fait que Lomé est toujours parfois sous tension lorsque nous avons de ces pluies, je me pose des questions, est-ce qu'il avait bien travaillé? Et s'il avait bien travaillé, peut-être qu'on ne devrait plus avoir même ces problèmes. Même si, de l'autre côté, je vois Lomé qui grandit plus vite. la ville grandit tellement vite que, bon, on fait du rattrapage plutôt que voilà, quoi, de la gestion prévisionnelle. Alors que les projets sont prévisionnels, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est un domaine, je vais vous donner ça, je vous le dis. J'avais reçu, comme Premier ministre, j'avais reçu une délégation de la diaspora allemande. Et en ce moment, on avait tellement de problèmes, la sécurité, la protection civile et le ministère de l'eau et autres, les TP, tout ceci, un consortium travaillait sur le réaménagement pour éviter ou minimiser les risques des dommages causés par les pluies diluviennes et autres. Et plus Lomé était en chantier, etc., etc. Et Dieu merci, avec la reprise de la coopération, on avait mis le pays en chantier. Et la délégation des Togolais résidant en Amérique était une dizaine. Ils ont fait une critique et disaient qu'ils ont constaté que ces nouveaux projets, le système d'aqueduc qu'on était en train de dire, ne prennent pas assez en compte l'environnement, la question environnementale. Monsieur Rosalim, quelles sont vos réactions sur l'entretien que nous avons avec l'ancien Premier ministre du Togo, M. Rumbo? Merci beaucoup, madame. On a suivi avec intérêt l'intervention de l'ancien Premier ministre Rumbo. C'est la question qui nous réunit ce matin.
Donc, comme il a dit, quand on jette un regard un peu plus en arrière, c'est comme si jusqu'alors rien n'est encore fait. Alors que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement dans ce sens. Maintenant, la cause, c'est quoi? Comme on l'a toujours dit, il y a d'abord l'urbanisation. Il a également dit l'urbanisation qui se développe de façon exponentielle. Il y a des endroits qui ne doivent pas être habités, qui sont habités. Il y a, excusez-moi, l'incivisme de la population qui ne prend pas en compte les ouvrages d'assainissement qui sont faits pour en faire des entretiens, mais plutôt transforme ces ouvrages d'assainissement en dépotoir. Si bien que nous vivons la situation au jour le jour comme si aucun effort n'est fait. Même quand on parle des changements climatiques, l'origine c'est l'homme. C'est l'action de l'homme qui a amené à ces changements climatiques. Et c'est la conséquence de ces changements climatiques, c'est l'homme qui est en train de les encourager. Donc l'homme est au centre de ce que nous vivons. Donc pour qu'on puisse au moins minimiser ces risques, il faut que nous repensions notre façon de vivre. Il faut qu'on introduise notre conscience pour voir qu'est-ce que chacun de nous doit pouvoir apporter pour qu'on puisse au moins un temps soit peu minimiser ce risque d'inondation. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais on peut quand même limiter les effets. Alors, Monsieur Ama, aujourd'hui, est-ce que les questions environnementales sont prises en compte lorsque vous construisez de nouveaux ouvrages pour la rétention de ces eaux pluviales? Oui. C'est d'ailleurs une conditionnalité très forte vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, même sur financement propre de l'État, dont les questions environnementales occupent vraiment une place pompe d'élan. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé des bas-fonds. C'est des écosystèmes qu'on doit conserver, en fait. Lorsque nous occupons tous les bassins, les bas-fonds, lorsque nous asséchons tout notre environnement, nous manquerons forcément de l'oxygène. Donc c'est pour cela, si vous regardez tout ce qui est fait comme travaux routiers, nous essayons, dans la mesure du possible, de reboiser, de planter les arbres d'alignement, donc tout le long des voies. Et au niveau des bassins également, là où nous avons de la place, nous essayons de compenser tout ce que nous avons détruit comme végétation en arbre. Nous allons dire bienvenue sur ce plateau à M. Semeglo, M. Kofi Agbonou Semeglo. Il est le directeur de l'assainissement au ministère de l'eau. La question des inondations vous préoccupe également au ministère de l'eau? Bien, merci madame. Merci pour l'invitation. Effectivement, le problème d'inondation, on dirait que c'est le quotidien, c'est notre job au niveau du ministère. Et effectivement, il est toujours constaté à chaque saison des pluies ce phénomène d'inondation. Et à chaque fois, c'est quelle solution effectivement qu'on pourra facilement trouver pour essayer de réguler ces situations. Donc c'est à cela qu'on s'en tient régulièrement pour que définitivement à long terme ce problème d'inondation soit un problème lointain pour le commun des Togolais. Alors les dégâts qui sont causés dans les habitations sont une part, mais d'autre part les dégâts sont aussi liés à la santé des populations, parce que les eaux pluviales qui entassent sur les eaux de puits par exemple, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Oui, d'abord je voudrais noter que par rapport à la gestion des inondations globalement, il y a la plateforme, une plateforme qui est gérée ou alors qui est coordonnée par l'RNPC, qui regroupe tous les acteurs, donc y compris le ministère de la Santé. Donc sur ce point, dès lors qu'il y a problème d'inondation, il y a la santé, le ministère de la Santé qui intervient. Qu'est-ce que vous faites avant que les eaux ne soient contaminées? Bon, là, la question mérite d'être posée
par rapport à la population, qu'est-ce que la population fait pour que, puisque de toute façon, quand il pleut, la pluie, elle tombe dans un espace donné, et par rapport à cet espace, l'activité humaine fait que ces eaux sont déjà contaminées en termes d'activité, en termes de détritus qu'on envoie, en termes d'activité industrielle et autres. Donc, du coup, l'eau qui est tombée en traversant, lors de son ruissellement, en traversant ces zones, du coup, elle est contaminée par différents objets, aussi bien des objets ménagers, aussi bien par les différents déchets. C'est là où justement on va faire intervenir la gestion des déchets que nous au niveau de chaque ménage. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu, qui font que les eaux de ruissellement sont contaminées. Et donc du coup... Alors qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail à vous au ministère de l'eau pour réduire un peu l'impact de ces maladies liées aux eaux contaminées, par exemple le choléra, la dysenterie? Oui, c'est là où je disais par rapport à la plateforme, il y a le ministère de la Santé qui est là. Que sur des problèmes, tout à fait, pour un problème spécifique lié à la santé, il y a la santé qui intervient d'abord pour vérifier la qualité des eaux, et il arrive des fois par rapport à ça, distribue des produits pour la décontamination de ces eaux. Donc spécifiquement, c'est le ministère de la Santé qui intervient pour gérer les cas de contamination, voir dans quelle mesure. Vous savez que par rapport à un problème d'inondation, il y a des gîtes de moustiques. Donc le ministère de la Santé intervient également auprès des populations, en distribuant des moustiquaires, également par rapport à la sensibilisation. Donc nous, à notre niveau, d'abord par rapport à la prévention, les dispositions à prendre pour que les bassins qui sont mis en place, pour que les bassins puissent fonctionner normalement. Et également en anticipation, puisque comme je le disais, les bassins qui sont là actuellement fonctionnent à base des pompes, donc prendre des dispositions pour que tout fonctionne normalement. En termes de... aussi par rapport à la plateforme, s'accorder pour que les caniveaux puissent être curés également normalement, et également en termes de sensibilisation, comme je l'ai dit, par rapport au bassin, les différents déchets qui arrivent sont tellement énormes, donc nous contribuons également à sensibiliser la population. Les déchets vont au-delà de la capacité voilà. Donc on contribue à sensibiliser la population par rapport également à la gestion de ces déchets pour que ces déchets ne compromettent par le fonctionnement des bassins. Est-ce que la météo fait également partie de ce consortium des acteurs? Oui, peut-être que je vais peut-être définir le fonctionnement de cette plateforme dont on parle. Donc, c'est une plateforme nationale de réduction des catastrophes au niveau national. Au niveau de chaque région, de chaque préfecture, on a des plateformes régionales et préfectorales. Donc, au niveau de la plateforme nationale, c'est le ministre de la Sécurité qui est le président. Au niveau des régions, c'est les préfets des régions qui sont les présidents. Au niveau des préfectures, c'est les préfets qui sont les présidents de chaque plateforme. Et tous les services déconcentrés font partie de cette plateforme, y compris les ONG, les partenaires techniques et financiers. Au niveau national, comme on le dit, tous les secteurs ministériels sont compris dans cette plateforme, y compris les ONG et les organisations internationales qui œuvrent dans le domaine de la réduction des catastrophes. Donc, par rapport à la thématique et au domaine d'intervention de chaque acteur, quand une situation arrive, donc les acteurs concernés sont invités sous la coordination de l'ANPC pour voir quelles sont les dispositions à prendre pour faire face à la problématique. Donc par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à la question que vous venez de poser au directeur de l'assainissement, quand de ces eaux inondent les maisons, une fois que les eaux se retirent, le ministère de la Santé a mis en contribution qui vient pour faire la désinfection de ces maisons pour que à partir du moment où il y a eu des eaux de ruissellement autour, donc tout est infecté. Donc il faut une désinfection pour que les gens puissent y vivre. C'est l'ANPC, c'est le travail de l'ANPC. C'est l'ANPC qui coordonne. L'ANPC invite le ministère de la Santé qui a la technicité de la désinfection. Okay. Ils font la désinfection et même ils font la distribution des comprimés de chlore. Puisque les eaux, il y a des puits, il y a des forages, donc il y a les eaux de boisson qui sont sur eux, donc il faut
quand même potabiliser ces eaux avant de les boire. Donc il y a les comprimés de chlore qui sont distribués à ces populations sinistrées pour qu'on puisse au moins éviter que les épidémies ne fassent la loi dans ces zones sinistrées. Alors, je te demandais si la météo fait partie également de ce consortium. Oui, comme je l'ai dit, c'est toutes les... Merci madame, comme il a dit. Mais avant de rebondir, avant de revenir sur la question du rôle que joue la météo au niveau de la plateforme, je voudrais rebondir sur l'élément qui est passé tout à l'heure, tout ce que le premier... L'extrait de l'entretien que nous avons eu avec M. Gilbert. Voilà, donc j'adhère, je suis d'avis vraiment, parce que pour avoir fait quelques recherches depuis 2001 sur les problèmes d'inondation dans la ville de Lomé, on voit qu'actuellement, beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir juguler, pour pouvoir réduire. Si rien n'était fait, la situation qu'on avait en 2000, actuellement, je pense que c'est toute la ville qui devrait être toujours dans l'eau si une petite pluie tombait. Donc cela voudrait du coup beaucoup de choses ont été faites. Donc revenir surtout, faire la sensibilisation au niveau des populations pour que les choses puissent aller dans les normes comme le gouvernement le veut avec les efforts qui sont en train d'être mis. Donc par rapport à la météo, au niveau de la plateforme, la météo est en amont. À chaque temps qu'on a un phénomène qui veut intéresser la ville de Lomé ou bien une ville quelconque de notre pays, voilà, nous l'annoncions. Donc la première cible, la première structure ou bien institution que nous balançons notre information, c'est la MPC. Donc pour essayer de mettre cette information à sa disposition et la diffuser à ses antennes sur toute l'étendue du territoire si c'est l'ensemble du pays qui est intéressé. Et si c'est la ville de Lomé, donc ils vont essayer de voir quelle est l'antenne qu'il faut toucher le plus rapidement possible pour que les choses puissent marcher et puis prendre des dispositions idoines pour juguler un peu les conséquences négatives de ces phénomènes météorologiques qui surviennent. Donc voilà un peu en ce que intervient à tout moment. Et par rapport à cela aussi, nous donnons la tendance sur toute l'année de comment la saison humide serait. Donc ils prennent cela aussi, surtout la MPC, pour essayer de faire le planning de leurs activités. Donc, on comprend donc que l'agence que vous dirigez est un acteur essentiel dans la prévention contre les risques de catastrophe. La capacité donc de la population à se préparer à une situation d'urgence dépend également du type d'informations que vous leur donnez. Comment est-ce que vous arrivez à les sensibiliser? Oui, merci beaucoup madame. Comme vous l'avez dit, l'agence est l'acteur central de la plateforme parce que c'est elle qui coordonne toutes les actions de prévention et de gestion des risques de catastrophes sur l'ensemble du territoire national. Et comme le DG Météo l'a dit, il y a des actions qui se font en amont. Et dans le système de gestion des catastrophes, nous avons 4 phases. Il y a la phase de la prévention, où la météo intervient beaucoup plus. Il y a la phase de la préparation, il y a la phase de la réponse quand toutes les acteurs prévention n'ont pas pu contenir les risques qui arrivent, donc il y a la réponse, donc il faut apporter la réponse et les actions à la réponse sont aussi là. Donc après la réponse, il faut maintenant passer à la reconstruction, au relèvement. Donc ça fait 4 phases dans le cycle de gestion d'une situation d'urgence ou de catastrophe. Donc par rapport aux informations que nous recevons de la météo, il n'y a pas qu'elle seule, comme on a dit. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Au niveau de l'agence, nous avons ce qu'on appelle la cellule d'animation du système d'alerte précoce. Donc animée par l'agence, où tous ces acteurs se retrouvent. Il y a la météorologie qui se retrouve là-bas, il y a la direction des ressources en eau, il y a la direction de l'assainissement, il y a l'université, il y a la Croix-Rouge, il y a la CEB. Donc tous ces acteurs se retrouvent avec leurs données. L'agence compris ces données, on fait le croisement et on sort ce qu'on appelle un bulletin. D'ailleurs, à cet instant même, tous les acteurs sont réunis au niveau de l'agence pour sortir les deuxièmes bulletins trimestriels de l'année, où à travers toutes ces données collectées au niveau de chaque structure, on fait des analyses croisées et on sort un bulletin
avec des recommandations et les risques auxquels la population va faire face durant les 3 mois. Donc, quand une fois le bulletin produit, on l'édite et il est distribué à toute la population à travers les plateformes que je viens de citer. Donc, tous les départements ministériels sont destinataires, toutes les collectivités locales sont destinataires, donc pour qu'on puisse distribuer ça. Et au-delà de cela, il y a des émissions qui sont animées toujours. Comme celle que nous sommes en train de faire présentement. Comme ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Ama, l'ampleur exacte des inondations sur vos travaux, sur les bassins de rétention ne deviennent clairs que lorsque l'eau se retire. De quel outil vous disposez pour faire le diagnostic? Et oui, aujourd'hui, d'abord le premier diagnostic, c'est le visuel. Nous voyons lorsque les bassins sont débordés, aujourd'hui, on le constate tous. Et puis, les bassins, aujourd'hui, lorsque vous regardez les bassins qui ont débordé, celui du lycée technique d'Adi Dogomé, celui de Léo 2000, le bassin de Avenou au niveau de la rue Mélancou, celui de Deux Lions, le bassin Caméléon, sont équipés de pompes, où les pompes sont en panne ou n'ont pas vite démarré. Mais seulement, il y a des bassins en cours de construction, dont les travaux ne sont pas achevés. Mais malheureusement, c'est vrai, les travaux devraient s'étaler sur 2 années. Donc malheureusement, il y a eu chevauchement et la pluie nous a rattrapés. La pluie ne va pas attendre que votre travaux finissent. Exactement. Elle nous a rattrapés. C'est le cas du bassin du lycée technique, celui de Cap à Didogomé également, où l'eau a affleuré pratiquement, et le bassin de Todman, qui est très important parce que les 2 autres bassins sont connectés à ce bassin-là. Le système de pompage est tel que du lycée technique, nous envoyons l'eau dans le bassin de Todman ainsi que celui de Cap à Didogomé. Donc les travaux généralement d'aménagement du bassin se résument en l'aménagement de la cuvette elle-même, le grand réservoir, dont l'excavation, le bétonnage des berges, l'aménagement des voies qui couronnent le bassin pour des besoins d'intervention et de mobilité des riverains. Monsieur Ama, donc oui. Il y a un grand et un petit réservoir, si c'est bien ça? Oui, le bassin lui-même. Lorsque vous regardez ce que nous appelons bassin, c'est tout le grand réservoir creusé, dont les capacités varient. Mais en plus de ce réservoir, il y a ce que nous appelons la bâche à eau qui est invisible. Okay. Voilà. La bâche à eau est reliée au grand réservoir par une conduite sous forme de caniveau. Et cette bâche à eau a les dimensions requises pour recevoir la pompe dont la capacité est calculée par rapport au volume d'eau à évacuer. Donc c'est ces travaux-là qui sont en cours parce que c'est des grandes pompes de grande capacité qui sont arrivées en pièces détachées. Il faut les assembler et maintenant les installer dans les bâches à eau. Mais malheureusement, avec la pluie, c'est que les bâches à eau sont inondées. Il faudrait nécessairement vider les bassins. Il faudrait nécessairement attendre la fin de la période pluvieuse avant. Pas forcément, il faut les vider par les pompages. Par endroit, le pompage superficiel est possible. Avec la NPC, il y a eu installation des pompes de surface. Où vont ces eaux pompées? Oui, lorsque nous prenons par exemple l'exemple de Todman, nous les pompons et nous les envoyons dans la lagune. De la lagune, les eaux coulent gravitairement vers la mer, côté lac ouest. Maintenant, au niveau de lac de Baie. Le 4e lac? Non, le 4e lac est au-delà. Donc, il y a le lac ouest, le lac de Baie, qui est non loin de l'avenue Augustino de Souza. Là, l'écoulement se fait par pompage. Là, il y a une station de pompage à cet endroit. Ensuite, il y a le lac Est, avant le 4e lac, qui vient d'être donc aménagé. Mais néanmoins, malgré que les bâches à eau sont inondées,
les travaux quand même sont en cours. L'entreprise a réussi à vider quand même quelques bâches à eau, a réussi à barrer l'arrivée d'eau de la grande cuvette vers la bâche à eau et a pu installer la pompe. Donc, si tout va bien, normalement, dans 3 semaines, normalement, on devrait commencer à pomper. Alors, Monsieur Ama, certaines personnes estiment que la protection ou la restauration des plaines d'expansion de crues sont plus efficaces contre les inondations que les digues. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Oui, ça dit que on a plusieurs méthodes de retenir l'eau. Où on aménage, comme nous le faisons actuellement, où on laisse l'eau naturellement dans des dépressions naturelles. Celles sont conséquentes et grandes, et l'eau, carrément c'est comme dans les méandres d'Isio, puisque nous envoyons également l'eau dans ces méandres-là. Naturellement, l'eau trouve son chemin, s'étale et se déverse dans la rivière Zio. Mais dans notre cas d'espèce ici, dans le Grand Lomé, on n'a pas assez d'espace pour envisager ce genre d'aménagement. Monsieur Semeglo, quelle innovation aujourd'hui pour réduire le risque d'inondation dans le Grand Lomé? Bien, merci pour la question, madame. Je trouve que dans un premier temps, j'ai toujours dit que la première innovation passe par l'acceptation de faire autrement les choses. Dans un premier temps, l'acceptation de changer de paradigme. Et donc, sur cette base, il y a plusieurs actions qui peuvent être menées pour pouvoir juguler la situation. Les uns les autres ont déjà parlé des causes. Une fois que les causes sont connues, c'est facile de dire... De trouver des solutions. Et donc, il y a pas mal de solutions qui sont actuellement mises en œuvre, mais nous constatons des limites. Le DG vient de dire tout à l'heure que par rapport au bassin, il y a l'avasement, il y a les pompes qui peuvent tomber en panne. Est-ce qu'il faut continuer toujours dans ce sens? La question mérite d'être posée. Et donc, sur cette base, la solution est à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, entre-temps, par rapport à l'urbaniste, elle a parlé du fait que nous arrivons à perméabiliser dans une parcelle donnée par rapport à nos maisons. Donc, la première solution, c'est est liée à chaque ménage. En ce sens que, premièrement, les pluies qui tombent, il faudrait arriver à garder le maximum d'eau, la quantité maximale d'eau au niveau de chaque parcelle. Donc cela suppose que arriver par rapport à des dispositifs, des impluviums, recueillir l'eau de pluie, comme on l'a toujours fait dans le passé, des citernes. Des citernes, voilà, arriver. Donc c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que chaque ménage, ça c'est important, chaque ménage arrive à aménager un petit espace, si c'est possible, aménager un petit espace dans son cours, au niveau de sa cour, pour avoir de petits gazons, puisque là, quand il pleut, une partie d'eau peut stagner là, ça ne gêne pas, puisque pendant ce temps, personne ne peut aller rester dans les gazons pendant qu'il pleut. Et donc, dès que la pluie finit, l'eau peut facilement s'infiltrer et donc une quantité d'eau peut être encore gardée. Donc, la troisième solution au niveau de chaque ménage, c'est les puits perdus. Donc, c'est une solution également. Les puits perdus, donc, on creuse un puits avec, on remplit de gravats. Et donc, quand il pleut, on dirige une partie d'eau vers ces puits qui s'infiltrent tout naturellement. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces dispositifs, on permet au moins de réduire au moins 40% d'eau de pluie qui tombe au niveau de chaque parcelle pour que l'autre qui va, le surplus, les 60% restants, peuvent maintenant ruisseler vers l'extérieur. Ça pourrait réduire également la force du courant. Oui, la force du courant et la quantité d'eau qu'on doit, qui doit faire reculer, on va évacuer par rapport au caniveau. Donc vous voyez que déjà, il y a une économie d'échelle qui peut se faire au niveau de chaque ménage. Si on arrivait à adopter ces stratégies, donc c'est un élément important. Je précise, il faudra que les dispositifs au niveau de la perméabilité du sol puissent permettre. Donc, si c'est voilà certains ménages qui construisent dans des zones que vous qualifiez de zones à risque.
dans les bas-fonds. Voilà, donc c'est pour ça que je précise que ce n'est pas au niveau de chaque ménage. Même pour ça, déjà en recueillant l'eau de pluie, même s'il est dans une zone à risque, il peut recueillir l'eau de pluie qui peut lui servir à faire autre chose. Donc c'est un élément, il peut quand même recueillir une quantité d'eau au niveau de sa parcelle que de laisser toute l'eau, puisque quand vous regardez, près de 95% de nos maisons, chacun a une ouverture directement vers la route, sur la route. Donc ce qui fait que dès lors qu'il pleut, toute l'eau est ruisselée vers l'extérieur. Et donc, il va falloir cette économie d'échelle pour permettre à ce que, au niveau de chaque ménage, qu'on puisse retenir le maximum d'eau. Donc, c'est ce qu'on a toujours l'habitude d'appeler. Ce sont les techniques alternatives qui sont actuellement mises en œuvre pour permettre de juguler. S'il faut aller loin. Oui, justement, parce que le grand travail n'incombe pas au ménage, il nous semble. Justement, donc c'est là où c'est ma seconde intervention pour voir. Donc, c'est pour ça que je dis une première solution au niveau des ménages. L'autre solution, je continue toujours par rapport aux opérateurs, par rapport à tous ceux qui ont cette capacité. Comme je dis, la technologie évolue. Il y a maintenant de ces dispositifs ou de ces grandes surfaces qu'on peut imperméabiliser, par exemple les stations de stationnement. Il y a cette possibilité maintenant d'avoir de ces chapes poreuses. C'est-à-dire que dès lors qu'il pleut, on le fait sous forme de dallettes, mais dès lors qu'il pleut, donc l'eau s'infiltre directement à travers cette dalle. Il y a cette possibilité actuellement qui existe. Donc on peut toujours explorer. Je continue encore plus loin. Dans le cadre toujours dans la gestion des eaux pluviales à Lomé, le gouvernement a déjà anticipé ces problèmes et donc a commandité une étude que nous appelons l'actualisation du plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Donc, dans ce plan, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Et entre autres, ce qui va concerner le gouvernement, c'est au lieu d'utiliser encore les pompes pour faire fonctionner, le DG des TP tout à l'heure l'a dit, les travaux publics l'a dit tout à l'heure, qu'au niveau d'Agbalépédo, c'est un système gravitaire. Et donc là, vous constatez que depuis là, à chaque fois, il n'y a jamais de problème là. C'est parce que c'est un système gravitaire et c'est dimensionné, l'ouverture est dimensionnée de telle manière que dès lors qu'il pleut, quelle que soit la quantité de pluie qui arrive, ça part directement. Donc l'idée... Certains endroits sont quand même toujours submergés d'eau. Hein. Oui, je parle du bassin, c'est-à-dire que du niveau de l'Agbalépédo même. Donc la solution qui est préconisée, c'est la technique des micro-tunneliers. En ce sens que, voilà, justement, par rapport à l'urbanisation, où on ne peut plus arriver à indemniser les riverains, il est difficile de détruire les maisons. Donc l'idée, c'est d'aller en souterrain. Donc on récupère les eaux avec un système de tunnels qui passe sous terre. Et là, pendant les activités, pendant les travaux, personne ne se rend compte de ce qui se fait. Et donc, la technique est faite de manière que on arrive à drainer ces eaux vers actuellement ce qui est préconisé. Donc, ce qui est préconisé par rapport à ce qu'on va faire actuellement. Donc, ces micro-tunneliers, on récupère les eaux de ces bassins, on les draine vers le système lagunaire ou les ions. Alors, le DG des travaux publics est là et il peut nous confirmer. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? C'est maintenant dans ce plan directeur. C'est maintenant. L'expérience n'est pas encore faite. C'est maintenant. Parce que là, c'est une innovation. C'est une solution qui sera viable lorsque tous les levées topo permettront de le réaliser. Parce qu'il faudrait effectivement d'aller en égout, mais qu'on puisse avoir la côte nécessaire pour se raccorder à la lagune. Parce que vous savez, le relief est quasiment plat à Lomé. Ça veut dire que nous n'avons pas des collines comme dans les autres villes, Atapamé, Sokodé, et ainsi de suite. Donc, étant quasiment plat, lorsque nous prenons les eaux d'un point A éloigné de l'exutoire, qui est le point B, il faut une certaine pente. Faire couler l'eau gravitairement, sans la forcer. Donc, si nous avons des côtes qui nous permettent d'atteindre l'exutoire, ne pas être en dessous de l'exutoire, mais au-dessus,
c'est une innovation. Aujourd'hui, est-ce que au ministère des Travaux publics, vous avez les compétences nécessaires pour réaliser ces grands travaux? Oui, et il y a des compétences pour la conception. Pour la réalisation en elle-même, nous ne sommes pas outillés. C'est les entreprises spécialisées, outillées, qui feront le travail. Le travail à l'issue des appels d'offres qui seront lancés. Alors, les innovations, je crois que M. Semeglo n'en a pas fini. Oui, tout à fait. Bon, parce que là, il faudra je vais aller plus concrètement. Parce qu'à l'état actuel, on a une étude de faisabilité qui est lancée sur 3 axes, surtout par rapport à ces micro-tunneliers. Il y a l'axe au sud de l'aéroport. Il va prendre les eaux au sud de l'aéroport pour les rejeter au niveau du Zion. Et il y a le second axe, c'est autour de la présidence, en passant par l'école primaire de 13 janvier, récupère les eaux du marché de Reginawe, continue avec les eaux de Togo 2000 et va se rejeter également au niveau de Zion. Et le troisième axe, c'est le bassin de Caméléon également, où les eaux seront transitées, vont être évacuées également vers Zion. Donc l'idée, dans un premier temps, pour le micro-tunnelier, on avait dit les exutoires, il y a 3 exutoires. Il y a le système lagunaire, l'océan et puis le Zion. À l'état actuel, pratiquement toutes les eaux sont dirigées vers le système lagunaire. Les eaux du Grand Lomé. Les eaux du Grand Lomé sont orientées vers le système lagunaire. Donc, dans le plan directeur, on a vu très loin pour dire il y a risque demain, s'il y a problème, Lomé aussi sera encore inondé. Donc, l'idée, c'est de réorienter les eaux. Donc, d'où l'intérêt du micro-tunnelier, puisque le micro-tunnelier, étant donné, il a dit, il y a la topographie qui joue, mais le tunnelier crée justement les conditions pour avoir la topographie nécessaire, les conditions nécessaires pour aller en gravitaire. Donc, à l'état actuel, les 3 axes, l'étude a montré que le système gravitaire est actuellement possible par rapport à ces 3 axes. Donc, disons que le gouvernement a demandé à confier cette étude à l'entreprise de Bessac, qui est actuellement à pied d'œuvre. Je crois que je ferai l'économie de ne pas aller très loin, mais je crois que la surprise viendra dans les jours. Tout à fait, oui. Tout à fait. Merci. Nous allons, Monsieur Issaou, est-ce que vous avez des idées également pour que les inondations au Grand Lomé soient une des idées, comme vient de le dire, c'est les solutions structurelles. Donc, il va falloir aussi explorer les solutions institutionnelles. Il faut que le gouvernement puisse, surtout au niveau des ministères concernés, puisse prendre des mesures et éviter vraiment à ce que les gens construisent dans les zones les plus vulnérables. Donc cela aussi va pouvoir atténuer, réduire les impacts négatifs de ces inondations. Il y a aussi la sensibilisation, l'incivisme qui est actuellement criard. Les gens, ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'ils veulent. Donc on fait les caniveaux et c'est dans ces caniveaux-là qu'il faut jeter tout ce qui est ordures ménagères et qui bouche des fois le passage de l'eau. Donc quand l'eau n'a pas son passage ordinaire, il va prendre une autre direction. Et voilà, c'est dans ta maison que l'eau va jaillir. Donc voilà ce que moi je voudrais ajouter et puis dire que voilà, par rapport à ce que le DG des travaux publics vient de dire, c'est très très important et il va falloir vraiment faire une étude par rapport à la topographie pour pouvoir atteindre les objectifs dont parle monsieur de... Voilà, donc c'est très très indispensable. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons terminer avec une dernière question. Comment est-ce que vous renforcez la résilience des populations en matière de ces inondations? Bon, le renforcement de la résilience, elle se fait tous les jours. Au niveau de l'Agence nationale de la protection civile. La résilience, le renforcement, il se fait tous les jours. Que Dieu fait donc à travers beaucoup d'actions qui se font d'ailleurs, comme on l'avait annoncé plus au début. Il y a la cartographie des zones à risque qui sont établies. Donc actuellement au niveau des Grands Lomé, toutes les communes ont ces cartes et savent où est-ce qu'il faut orienter la population pour les habitants. Il y a aussi la cartographie des bassins aménagés et non aménagés qui sont faits pour l'ensemble des Grands Lomé. Donc aujourd'hui, quand il pleut, on sait où est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on puisse vous appeler par rapport aux eaux qui vont déranger les gens. Et l'action s'est étendue jusqu'à l'ensemble du pays. Nous sommes dans la première phase où une quinzaine de préfectures
sont actuellement en possession de leur cartographie des zones à risque. Donc avec l'appui de la Banque mondiale qui est en train de nous accompagner pour doter toutes les préfectures de ces cartes à risque. Pour renforcer la résilience d'une communauté, il faut que la communauté sache à quoi s'en tenir. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à ce qu'on puisse doter toutes ces préfectures de ces cartes à risque. Par rapport aux aléas, puisque chaque localité a ses spécificités. Donc ce qu'on vit à Lomé n'est pas forcément ce qu'on va vivre à Tapemo ou bien à Kara ou bien à Dapan. Donc merci, chaque préfecture a ses monsieur. spécificités. Donc c'est en fonction de ces spécificités que les cartographies sont en train d'être élaborées. Merci monsieur Rahim Ouro-Salim d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la protection civile. Nous remercions également le docteur Latifo Issawo qui est à la tête de l'Agence nationale de la météorologie, le directeur général des travaux publics au ministère des Travaux publics, M. Naya Diakina Ama. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, M. Kofi Agbeonou Semeglo. Vous êtes le directeur de l'assainissement au ministère de l'eau. Nous avons eu également dans la première partie de cette émission Mme Estelle Laoda-Sondou qui est urbaniste. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Cité et moi sur votre chaîne économique.